Bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV et bienvenue sur l'émission Regard Croisé. Regard Croisé, aujourd'hui, nous recevons Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur. Il a répondu à notre invitation, un habitué de ce plateau. Dr Touré, bonjour. Bonjour Antoine, aux téléspectateurs ainsi qu'aux co-débatteurs. Merci. Merci bien. Merci bien. Ensuite, M. Abdallah Yattara, consultant. Monsieur Yattara, bonjour. Bonjour, M. Antoine. Merci pour l'invitation. Salut mes co-débatteurs et bonne émission à nous tous. Merci bien. Monsieur Badi Aydra, il est expert statisticien. Monsieur Badi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et comment vont les statistiques? Eh bien, on aura l'occasion de parler de ça, notamment celles qui concernent l'or. N'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci Aydra pour votre invitation et monsieur Youssouf Sissoko qui est journaliste. Monsieur Sissoko, bonjour. Bonjour Antoine. Ça faisait 2 jours. Vraiment, mais ça va, je me porte bien. On est à l'image du pays. Ok. Merci beaucoup, monsieur Sissoko. Donc, il a commencé déjà. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on va rentrer vraiment dans le débat. Donc, aujourd'hui, nous avons comme thème le communiqué de la section des comptes de la Cour suprême concernant les ex-partis politiques. Ensuite, la pose de la première pierre de la raffinerie d'or au Mali, pierre posée par le président de la transition générale, Assimi Goïta. Et on va sortir avec la future visite donc, du président de la transition en Russie. Donc, je vais vers M. Touré. Docteur Touré, le communiqué de la section des comptes de la Cour suprême concernant les ex-partis politiques. Quand vous avez lu le communiqué, quelle a été votre analyse? Bon, ce communiqué, comme son intitulé l'indique, c'est un communiqué essentiel. Un communiqué certainement qui va poser le jalon, et le jalon naturel pour la transparence et la redevabilité. Si on lit bien le communiqué rappelle à chacun que l'argent public est sacré. Et si on a de l'argent public, c'est qu'on doit retenir en primauté que l'argent public doit servir le peuple. Ainsi, ce qui se passe dans ce communiqué, c'est qu'il y a un accent qui a été mis sur la redevabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura la confiance entre les citoyens et les institutions. Oui. Et aussi, quand on parle de justifier, et exiger des justificatifs, des gestions passées et futures, ce qui pourrait aussi nous amener à une forme de récupération des fonds. Donc, certainement, les fonds qui seront récupérés pourront être orientés dans des priorités. Et quand on parle des priorités, c'est des infrastructures comme chez nous, Tombouctou, on a notre route qui attend le financement pour la reprise. Oui. C'est pour dire que la justification intervient à un moment où la transition était passée par la rectification. Il y a eu la rectification, il y a eu la clarification, nous sommes dans la justification. Ces 3 principes sont des étapes nécessaires pour une transition. Mais le temps ne vous dit pas quelque chose, 25 ans? Oui, le temps, c'est ce qui est nécessaire, parce que c'est tout à fait normal, parce que, et aussi, ce communiqué pourrait être aussi une des recommandations des concertations qui ont eu lieu. Dans ces concertations, en plus des autres recommandations, ces concertations auraient exigé l'audit des financements des partis publics. Donc c'est pour mettre ce qu'on appelle la transparence, donner un message aux futurs leaders des partis politiques, que dès qu'on a l'argent public, l'argent des deniers publics appartient aux citoyens. Et là, il faut de la redevabilité, il faut la transparence. D'accord. Donc c'est pour clôturer un peu ce mot, pour dire que la rectification, la clarification, nous sommes avec la justification. D'accord. Voilà, merci. Merci, docteur Touré. Monsieur Yattara, avec ce communiqué déjà, il y a certains leaders des ex-partis politiques qui sont sortis. D'autres même ont dit que c'est difficile de demander à un défunt d'assister à ses propres funérailles, entre autres. Donc, après la lecture de ce communiqué-là, quelle a été votre analyse? Merci bien, M. Antoine. Moi, je vais d'abord commencer par ce qu'a dit Assimi Goïta lors de son discours à la nation, parce qu'on est dans ça. Il avait dit dans une partie de son discours que l'élan de solidarité nationale et le désir ardent de souveraineté ne doivent pas s'essouffler pour le bonheur de la population malienne. Pour maintenir ce souffle-là, il faut prendre des décisions spectaculaires.
Spectaculaire. Oui, on est dans ça. Aïe. On est dans ça, donc c'est juste pour maintenir ce souffle, parce qu'ils ont peur que le peuple ne se souffle et que la transition échoue. Vous savez, c'est une décision politiquement, comptablement et juridiquement incorrecte. Incorrecte. Politiquement, et comptablement et juridiquement incorrecte. D'abord, juridiquement. Vous savez, ce qui confère à la section des comptes de pouvoir auditer ou de contrôler les comptes des partis politiques, c'est l'article 27 de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques. C'est le support juridique de l'audit et du contrôle financier des partis politiques. Et cet article 27 dit quoi? Les partis politiques sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars de chaque année à leur compte annuel de l'exercice précédent auprès de la section des comptes de la Cour suprême qui doit procéder à la vérification de la moralité des recettes et des dépenses, ainsi qu'à la sincérité des comptes du parti. C'est là le support juridique de l'audit. Et quand cette charte n'existe plus, il n'y a plus de support juridique qui puisse vraiment amener la section des comptes à pouvoir réauditer. Je parle même donc, de réauditer. Ce n'est pas le moment. Non, ça n'a même pas lieu d'être. C'est ça le support juridique pour pouvoir auditer les Il ne fallait même pas faire ça. Ça ne devrait même pas. Il ne fallait pas faire ça. On ne dit pas ça. Ça ne devrait même pas se faire. Vous comprenez? Au regard de la charte des partis politiques et de l'article 27 de la charte des partis politiques, ça ne devrait même pas se faire. Parce que le support juridique qui confère à la section des comptes de pouvoir auditer les comptes, c'est l'article 27 de la charte des partis politiques. Et cette charte des partis politiques est déjà abrogée. Vous comprenez? J'ai dit donc juridiquement incorrect et comptablement incorrect. J'ai dit tout simplement comptablement incorrect parce que la loi, l'article 71 de la loi du droit au WADA dit quoi? Que ce soit en comptabilité privée ou en comptabilité publique, le délai obligatoire de conservation des livres comptables et des pièces justificatives est de 10 ans. Vous comprenez? Quand vous demandez 25 ans, ça n'a plus de sens. Donc comptablement même, c'est incorrect. Et même du point de vue audit. Vous savez, la section de comptes de la Cour suprême, de 2000 jusqu'en 2024, chaque année, les partis partent déposer leur compte là-bas pour pouvoir les faire auditer. Et à la fin de chaque audit, la section de comptes de la Cour suprême certifie en disant quoi? Au regard de l'absence d'anomalies significatives, la section de comptes certifie que les comptes de ces partis politiques sont sincères et réguliers. Cette conclusion existe pratiquement dans tous les rapports de la section de comptes de la Cour suprême. Et même le dernier rapport de 2022 qui a été publié en 2024, sur 59 partis qui ont déposé, 40 ont été certifiés conformes. Les 19 ont été rejetés. Donc, selon ce que vous venez de dire là, mais est-ce que nous allons vers une bataille juridique? Je finis avec mon raisonnement d'abord. Une décision politiquement incorrecte. Politiquement incorrecte en ce sens que, tout simplement, c'est une décision illégale, car toutes les activités politiques ou se rapportant à la politique ont été interdites à la suite du décret de dissolution des partis politiques. Et des partis politiques qui n'existent plus. Et vous avez même dit qu'ils n'ont même plus accès à leur siège. Comment vous pouvez leur dire de partir répondre à ça? C'est une décision politiquement importante. Allons-nous vers une bataille judiciaire? Bon, c'est aux anciens partis politiques d'apprécier. Sinon, moi, je pense qu'il n'y a même pas lieu de bataille juridique ici. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, c'est une décision politiquement, comptablement et juridiquement incorrecte. Vous comprenez? On ne doit même pas arriver vers une bataille juridique. D'accord. Et M. Sissoko, vous êtes journaliste. Donc, votre regard sur ce communiqué? Oui, effectivement, après les explications claires données par Abdallah, qui sont des explications techniques, ce que je voudrais encore ajouter, c'est que la section de comptes de la Cour suprême s'est même discréditée. Parce que dans la correspondance adressée au président des ex-partis dissous, il est clairement mentionné que c'est sur instruction du Premier ministre. Je me dis, mais au nom de la séparation des pouvoirs, est-ce qu'il revient à l'exécutif, en tout cas, d'instruire, en tout cas au pouvoir judiciaire, d'exécuter quelque chose? Bon, je dis, à la limite, l'exécutif peut peut-être demander son avis et puis peut-être solliciter si, en tout cas, légalement, la mission qu'on vient de confier est exécutable.
Comme nous sommes dans une transition, peut-être que la transition aussi a ses mécanismes. Non, justement, même malgré la transition, la séparation des pouvoirs fait partie de ce qu'on appelle de la bonne gestion, en tout cas républicaine d'un État. Donc il est incorrect quand même que justement l'exécutif, en tout cas, instruit au judiciaire de pouvoir faire une mission. Surtout encore, une fois de plus, une mission qui est quand même illégale. Il l'a rappelé. Et imaginez que des partis qui sont déjà dissous, des partis qui n'existent pas, on leur a même interdit l'accès de leurs sièges. Les sièges sont bouclés, cadenassés. Alors, on leur a même interdit, toi qui n'es même pas d'un parti politique, il est formellement interdit que tu reçoives en tout cas des gens chez toi et que ces gens-là tiennent une réunion politique. Alors, des structures qui sont en tout cas dans un tel état, est-ce qu'il s'y est de demander en tout cas ces structures-là de pouvoir fournir, si vous voulez bien, des pièces comptables ou bien de pouvoir en tout cas permettre en tout cas à la Cour suprême, à la section de compte de la Cour suprême de pouvoir auditer. Donc, moi, je dis encore une fois de plus, il faudrait qu'on arrête justement ces pratiques-là parce que ça discrédite l'État, ça discrédite en tout cas la justice. Et tant que la justice ne joue pas pleinement son rôle dans le pays, franchement, il serait difficile en tout cas qu'on progresse. D'accord, j'ai posé la question à Abdallah, il dit que les ex-partis politiques apprécieront, mais en réalité, on ne peut pas lire l'avenir, mais vu l'état des choses, le déroulement des choses, est-ce selon vous, nous allons vers une bataille judiciaire? Oui, peut-être, c'est très possible qu'on aille vers ça, mais en tout cas, en me référant surtout aux différentes déclarations, aux différentes contributions qui ont été faites par les différents présidents des ex-partis dissous, je crois que j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent même pas donner en tout cas une suite favorable à cela parce que tout simplement ils pensent que c'est non seulement un non-événement, mais aussi ils ne doivent même pas répondre. S'ils ne le font pas, et les conséquences? Oui, les conséquences, c'est à l'État de s'assumer. L'État va s'assumer peut-être en prenant les décisions qu'en tout cas qu'il juge en tout cas nécessaire de prendre pour l'État. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait une violation encore de la loi. Ce serait en tout cas un abus de pouvoir à mon avis. D'accord. Monsieur Badi Aïdara, le communiqué de la section des comptes. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que, comme l'a dit Touré, c'était des choses qui sont demandées par des Maliens depuis plusieurs dialogues successifs. Cette question était sur la table au même titre. Donc la volonté du peuple. Voilà, la volonté du peuple, ou en tout cas des participants à ces différents forats. Depuis les premières assises, au lendemain du coup d'État auquel moi-même j'ai participé, ces sujets étaient à l'ordre du jour. Je rappelle que le fait que l'État donne des milliards aux partis politiques pour financer un certain nombre d'activités n'a jamais été réellement compris, même si je suis pour l'existence de ce financement, n'a jamais été réellement compris, expliqué à la population. De ce fait... mais il y a des structures de contrôle annuelles, tout ça. Non, c'est le principe même qui prête à confusion. Je répète, je pense que l'État doit investir de l'argent pour financer les partis politiques. Mais de quelle manière ça doit se faire et quel est l'objectif de ce financement? Et quand on regarde ce communiqué, en tout cas ce courrier de la Cour des comptes, de la section de la Cour suprême, de la section des comptes et des audits de la Cour suprême, va permettre de jeter un regard sur ce qui se passe. En réalité, ce n'est pas tant le procès en tant que tel qui m'intéresse, c'est l'opportunité que donne le procès à la population d'être au courant de comment se passe la gestion de ce pays. À l'image du procès sur l'avion présidentiel, c'est une occasion pour jeter un regard sur le fonctionnement même de notre État. Ça permet aux citoyens lambda de comprendre comment les décisions sont prises. Nous l'avons vu avec le procès de l'avion présidentiel où il y a un Premier ministre qui est intervenu en visioconférence pour expliquer comment les choses se passent, qui prend les décisions, afin que la population puisse réellement comprendre. Maintenant, quand on revient sur le fond, il a parlé de l'article 27 de la charte des partis politiques. Il dit aussi que le fait que les partis politiques soient dissous, ça n'a pas lieu d'être, et que cet article 27 explique qu'il y a des comptes qui doivent être déposés annuellement, etc. Il me semble que l'audit dont on est en train de parler ici sort du cadre opérationnel classique. Il me semble aussi,
je parle avec réserve en la matière, il me semble aussi que la procédure qui est entamée ne peut pas être comparée à un audit classique qui se faisait chaque année. C'est vrai que chaque année, il y a des délais, il y a un timing. Quelle est la différence alors? Je pense que c'est la nature des éléments qu'on cherche à détailler. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle, quand on est dans le domaine de la finance des entreprises, de la comptabilité, on a des entreprises qui peuvent faire recours à des cabinets de comptabilité qui émettent, qui créent leurs comptes, leurs liasses fiscales, qui sont ensuite déposées. Maintenant, comme c'est moi qui choisis, en tout cas il y a des règles, je choisis le cabinet qui va m'auditer, il y a ce qu'on appelle le commissariat aux comptes, qui lui aussi vient juger de la sincérité des comptes qui ont été faits par l'entreprise. Donc du coup, moi, je fais appel à un expert qui donne sa crédibilité pour dire j'ai établi les finances de cette structure. Ça peut être un parti politique, une entreprise, mais il peut y avoir aussi une mission de commissariat aux comptes qui est une autre mission qui vient vérifier si ceux qui ont fait ce travail de compte, le travail est sincère. Même si la sincérité fait partie de l'article 27, moi, à mon avis, cet audit-là va essayer d'aller de manière plus en profondeur. Ça témoigne aussi là où je lui rejoins, c'est que le travail qui devait être fait n'a pas été fait en réalité. C'est ça, moi, je n'ai pas peur de le dire. Le travail d'audit, de validation conforme qui devait être fait n'a pas été fait en réalité. Mais qui va répondre à ça? Et pourquoi ça n'a pas été fait? Qui va répondre à ça? Justement, les acteurs. C'est pas parce que les partis politiques sont dissous qu'ils sont plus responsables de justifier de l'utilisation de l'argent qu'ils ont fait par le passé. Leur dissolution n'éteint pas leur responsabilité dans le passé. Il n'y a pas une prescription à la matière. Donc, cette question n'a pas lieu d'être. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est que pourquoi c'est maintenant qu'on a besoin de faire une étude de 2000 jusqu'à 2025 sur le financement des partis politiques? Eh bien, je m'en vais vous expliquer pourquoi. En réalité, quand on regarde la séparation des pouvoirs au Mali, là, c'est la Cour des comptes qui audite. Les documents et autres sont déposés à leur niveau. En réalité, on avait un système qui se tient. Un serpent ne peut pas... Instruction. Un serpent... Écoutez bien cette partie, c'est très important. Un serpent ne se mord pas la queue. Il ne peut pas se tromper, voir sa queue 10 mètres après la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes acteurs politiques qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'il y ait des audits, qui avaient les rênes du pouvoir. Pourquoi vont-ils se compliquer le travail, la tâche à eux-mêmes, leur corporation? Donc, tant que les partis politiques avaient la même mise sur le pouvoir, aucun travail de fouille sérieuse n'allait être fait. Mais maintenant qu'on a des gens au pouvoir qui ne sont pas partie prenante de toute cette gestion, il en va de soi qu'ils puissent lancer des audits. Même si on est au pouvoir, on est tenu quand même à respecter la loi. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez vu dans quel pays les tenants du pouvoir ou les proches du tenant du pouvoir sont jugés pendant que ces gens sont au pouvoir? La gestion calamiteuse de Macky Sall, on le sait maintenant que les Sonko viennent faire sortir les dossiers. Mais les problèmes, les choses que les Sonko font mal, c'est leurs successeurs. Donc, on ne pouvait pas faire cet audit, on ne pouvait pas regarder de près cette gestion de cet argent tant que la classe politique avait la même mise sur le pouvoir et contrôlait, avait son influence qui empêchait. C'est la même chose pour la corruption. D'accord. Et sur les volets, oui, je vais envoyer, mais sur le volet, M. Touré, sur le volet de la séparation des pouvoirs, on dit que sur instruction du Premier ministre. Voilà. Donc, quel mot vous avez à dire ça? Ou bien on va donner la parole à... Vous voulez réagir? Je voudrais réagir. Voilà, 2 secondes. Voilà, 2 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que Badi comprenne quelque chose. Personne ne contre justement que les anciens partis rendent compte. C'est très normal quand on bénéficie en tout cas du financement public, de l'argent du contribuable malien, il est du devoir en tout cas de celui qui a reçu ça, de rendre compte en tout cas de la gestion qui a été faite de ce fonds-là. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'il y a comme un acharnement. Les partis politiques ne sont pas les seules structures à bénéficier de subventions. Il y a d'autres comme l'UNTM, comme d'autres structures qui bénéficient de ça. Et pourquoi un acharnement contre les partis politiques? Selon vous, c'est un acharnement? C'est un acharnement. Parce qu'à partir du moment où vous avez dissous en tout cas une structure,
vous lui avez même interdit de tenir toute activité, vous lui avez interdit d'avoir accès même à son siège. Alors vous demandez encore, alors que les papiers administratifs se trouvent en tout cas dans leur siège. Et ces sièges-là sont bouclés. Alors comment voulez-vous justement qu'il exécute en tout cas la mission qu'on leur a confiée? Donc encore une fois de plus, j'ai comme l'impression que c'est un acharnement contre les partis politiques. On va revenir. La question que vous m'avez posée, c'est pourquoi l'instruction? Voilà. Bon, c'est simple parce que comme on l'a dit, c'est l'exécutif qui prend en général les projets. C'est l'exécutif qui prend en charge la mise en œuvre des recommandations. Nous avons vu le projet de décret pour l'extension où la révision de la charte de politique a été prise en Conseil des ministres. Donc il n'y a pas un problème de séparation des pouvoirs? Il n'y a pas, parce que si on voit... L'autre pouvoir n'empiète pas sur l'autre? Non, il n'empiète pas, parce que comme on l'a dit, en période exceptionnelle, la mise en œuvre des recommandations des concertations revient à l'État. Maintenant, pour mettre en œuvre ce volet spécifiquement audit, il fallait que l'État propulse. Mais l'État ne va pas s'ingérer. Pour moi, c'est ma compréhension. L'État peut demander, sur recommandation des concertations, il faudrait faire... Demander, instruire. Non, instruire, c'est le langage administratif. Parce que le langage compte beaucoup. Quand le Premier ministre est le chef du gouvernement, donc lui, il instruit à ce que les choses se passent comme ça. Donc le président de la Cour des comptes, mais pour dire que c'est sur l'instruction, sur instruction, comme l'a dit Sissoko, que l'audit va se réaliser. Maintenant, est-ce que le gouvernement va s'ingérer dans l'audit? C'est la question qu'il faudrait se poser. C'est là où on peut parler de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que le gouvernement a pour moi, le gouvernement a pour obligeance, le gouvernement est tenu de mettre en œuvre les recommandations des concertations, spécifiquement ce volet. Mais ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il y a une sensation d'acharnement? Bon, pour moi, c'est son point de vue. Pour moi, l'audit des finances publiques, l'audit des financements des partis publics, des partis politiques, pour moi, est une exigence de salubrité publique. Vous avez pris de l'argent, il faut justifier. Point et barre. Maintenant, pour continuer... Mais le temps ne pose pas problème, 25 ans, parce qu'en réalité, il faudrait que les gens comprennent que chacun de nous, à un moment donné, a un compte à rendre. Quelqu'un sort. Il faut rendre compte des gestions. Mais pourquoi ça a attendu tout ce temps? Bon, voilà le problème. Pourquoi ça a attendu? Parce qu'il y a eu des concertations. Et cette recommandation n'est pas venue ex nihilo. C'est des recommandations, des concertations de ceux qui ont participé. Et ils n'ont pas participé, je n'ai pas participé. Et on a lu les recommandations. Dans les recommandations, en plus des autres, il y a un volet audit des financements des partis politiques. Donc c'est le financement qui continue. Et pour moi, ça va être quoi? Ça va être une opportunité unique de faire la lumière et de tirer les leçons. Parce que quelqu'un solfa, c'est un message qui va sortir. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, il n'y a pas de problème. Ceux qui pourraient avoir des difficultés, qui se font soit récupérer et orienter dans nos projets, comme je dis, tels que la route l'Euro Goumakura Sumpi pour nous. Parce qu'on a besoin d'argent. Les hôpitaux, on a besoin de beaucoup. Mais votre route attend ça. Il risque d'attendre longtemps. C'est un exemple. Un exemple, s'il y a les fonds qui peuvent être récupérés. Il y a beaucoup d'autres chantiers. Il y a beaucoup d'autres chantiers, mais moi, je parle de... c'est normal. Très normal. D'accord. Monsieur Abdallah, quand vous voyez ça, avec les concertations, donc ça a été une demande des forces vives. Mais en réalité aussi, il y a beaucoup d'ex-partis politiques qui n'ont pas participé. Est-ce qu'ils ont péché par le phénomène de chaises vides? Voilà, parce qu'on dit que ça vient du peuple. Oui, il y a une partie du peuple qui ont demandé. Vous savez, j'ai eu et j'aurai toujours du mal à parler des recommandations des ANR, du dialogue intermalien, de concertation de la force vive, parce que c'était des assises où les recommandations étaient déjà même écrites avant même la fin de ces concertations-là. Ce n'est pas des préjugés? Non. Tout ce qu'on a dit à propos des assises nationales de la refondation, prolongation de la transition, ça finit par ça. Tout ce qu'on a dit après le dialogue intermalien des colonels en généraux, ça s'est confirmé après. Même si on n'est pas d'accord, il fallait participer. Tout ce qu'on a dit par rapport aux concertations des forces vives, non, ils veulent juste dissoudre les partis politiques, abroger la charte, ça s'est confirmé après. Vous comprenez? Donc, j'ai dit, il faut souvent amener des gens dans des concertations qui savent ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Les présidents permettez-moi, sortons de ça. Vous comprenez que même les concertations des forces vives, ça a commencé où? Au niveau régional. On n'a même pas commencé au niveau communal ni au niveau village. Donc le Mali commence à partir des régions.
Donc, le reste, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Vous commencez à partir des régions, vous venez directement à la phase nationale. Quelle crédibilité? Alors que le dialogue intermalien... Donc, c'était pas la demande du peuple. Le dialogue intermalien, au moins, a commencé avec les phases communales. Vous comprenez? Et je vais d'abord dire à M. Badi de faire extrêmement attention, parce qu'il montre une certaine connivence entre les anciens acteurs politiques et les membres de la section des comptes. C'est ce qu'il dit. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a montré. Il dit qu'il ne peut pas dire le contraire, parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. C'est comme s'il montrait une certaine connivence entre les ex-membres des partis politiques et les membres de la section des comptes. Donc c'est comme il venait de déposer sa passe comme lettre à la poste. Je retiens ça. Je vais dire que il faut... J'ai eu... Bon, c'est pas un problème. J'ai eu à travailler au contrôle général de l'État, le contrôle général des services publics, pendant presque 6 ans en qualité de personne et ressources. J'ai participé à beaucoup de missions d'audit financier et comptable, beaucoup de missions de contrôle systématique de gestion et beaucoup de missions de vérification des faits signalés. Quand en audit, on dit à la fin qu'au regard de l'absence d'anomalies significatives, la section de comptes certifie que les comptes des partis politiques sont réguliers et sincères, ça veut dire ce que ça veut dire. Comprenez? Il ne faut pas essayer de mettre là-dedans comme si on veut de la transparence, ensuite on veut vérifier quoi. Vous comprenez? Des comptes qui ont déjà été certifiés. Vous voulez revenir sur quoi? Je vous donne juste un exemple. Ça a été pour le cas pour tous les ex-partis? Sans exception. Vous savez, 90% des comptes déposés ont été certifiés, de 2000 jusqu'en 2024. Rarement. Je vous dis, pour 2024, le rapport 2024 pour l'exercice 2023 disait quoi? Sur 59 partis politiques qui ont déposé, 40 ont été certifiés. Quand on dit certifié et que les écritures sont régulières et sincères, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas boycotter d'un revers de main ce qu'on ne veut pas dire. Vous comprenez? En matière comptable, en matière d'audit, quand on vous dit une certaine conclusion, dites-vous que les comptes certifiés ne souffrent d'aucun doute. Sinon, ça allait être certifié sous réserve souvent, comme les experts comptables le font. Quand un expert comptable ne veut pas certifier un compte, il dit « je certifie sous réserve que de prendre en compte certaines observations ». Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas douter de ceux qui ont fait ce travail-là de 2000 jusqu'à 2017. Donc, si ces comptes-là sont certifiés, moi je pense que il y a beaucoup d'ex-partis politiques même qui n'ont rien justifié. Et les documents qu'ils demandent, chaque année, ces documents sont déjà archivés au niveau de la section des comptes. Ils n'ont pas produit d'autres documents. Quels documents, c'est pas les ex-partis politiques vont donner, qu'ils n'ont pas donné? Ils ne vont pas créer de nouveaux documents. Tous les documents demandés par l'avis ont été déjà déposés. C'est archivé au niveau de la section des comptes. Donc, vu ces analyses, ça va aboutir à quoi selon vous? Je vous dis, que voulez-vous que ça... Vous voulez que ça aboutisse à quoi? Non, c'est une question que je pose. Non, j'ai dit, vous voulez que ça aboutisse à quoi? C'est juste une idée derrière la tête, comme les assises nationales de la refondation, comme le dialogue intermalien, comme la concertation des forces vives. Vous comprenez? C'est juste une idée derrière la tête. On le saura peut-être, comme ils disent que c'est jusqu'au 30 juin, mais au 1er juillet, ceux qui n'auront pas déposé, on verra la décision. Nous sommes au 21. Non, donc je dis tout simplement que ne remettons pas en cause ce qui est déjà fait. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens de venir auditer encore ou de venir. Des comptes qui ont été déjà certifiés, vous voulez revenir sur quelle sincérité encore? D'accord. Ça n'a pas de sens. Et les documents que vous avez demandés, vous avez tous ces documents archivés au niveau de la section des comptes. Je vous donne un exemple. C'est que quand, pour l'aide aux partis politiques, pour avoir l'aide de 2020, il faut que tes comptes soient certifiés, conformes et que les écritures soient régulières et sincères pour que tu puisses bénéficier de l'aide. C'est conditionné à ça. Donc si ces partis politiques ont bénéficié de ces aides-là, c'est parce que tous leurs comptes ont toujours été certifiés conformes. Et les écritures régulières et sincères. D'accord. Donc avant d'aller vers ce lui, il voulait réagir un peu là, quelques secondes. En fait, je répète encore une fois, au Sénégal, la situation est très complexe et très tendue en ce moment. Pourquoi? Parce que... Pourquoi vous prenez l'exemple sur le Sénégal? Vous allez en venir. Parce que c'est une rupture. Vous avez une ancienne classe politique classique qui était au pouvoir, il y a une nouvelle classe politique qui arrive. Elle est arrivée par les élections, pas comme ici. Par contre, elle a lancé des audits dans tous les domaines, sur tous les marchés, toutes les activités. Et pourtant, ce sur quoi elle lance des audits, il y a déjà des documents qui ont été certifiés, il y a des marchés qui ont été validés, il y a des documents qui ont été dits conformes par des structures de l'État de l'époque.
cela n'empêche pas l'État central de lancer des missions d'audit ou de contrôle global. Voilà, et c'est logique quand on change de pouvoir. Partout en politique, on a des candidats à l'élection présidentielle lors des campagnes. Dès qu'ils arrivent, ils annoncent qu'au bout de 100 jours, ils vont lancer un audit et faire l'état de la nation, ressortir tout ce qui avait été caché. Ce n'est pas au Sénégal qu'on a découvert que les chiffres de la dette étaient maquillés. Pourtant, des structures officielles de l'État ont produit des rapports validés par les missions de les Nations Unies, les bailleurs de fonds, le Club de Paris. Pourtant, quand on a fait des audits, le lièvre est sorti. Les mêmes personnes qui ont découvert ces informations, ils travaillaient dans ces différentes structures avec l'État. Pourquoi ce n'était pas sorti? Pourquoi ce n'était pas sorti? Je ne dis pas que les partis politiques ont des connivences avec la Cour des comptes. Je dis que les partis politiques sont le pouvoir. Et le pouvoir a une influence, malgré la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir central a une influence, l'exécutif phagocyte tous les autres pouvoirs. C'est la réalité, ce n'est pas les théories. Justement, il a pris l'exemple sur le Sénégal. Restons au Sénégal encore. Si vous vous rappelez, le Sénégal a tenu son dialogue politique, il n'y a pas eu dissolution de parti là-bas. Et deuxièmement, vous avez dit l'audit concerne tous les secteurs. Pourquoi explicitement le cas des partis politiques seulement? J'ai pris l'exemple sur l'URTM, sur d'autres structures. Et toutes ces structures. Cela doit se faire. Ça doit être peut-être un début. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a un acharnement. Et deuxièmement, la justice sénégalaise elle est une justice exemplaire. Le Conseil constitutionnel a quand même mis fin, en tout cas, donc c'est pas la même chose ici. Aux velléités pouvaristes, en tout cas, de Macky Sall. Donc ça, au moins, la justice sénégalaise est un exemple, un modèle à suivre. Donc ce que je voudrais, en tout cas, ajouter à cela, ça dit que, en fait, la section de compte de la Cour suprême aurait dû, justement, répondre tout simplement au Premier ministre en disant que ce que le Premier ministre demande est totalement illégal parce que, en tant que structure chargée justement de s'occuper de cet aspect, en tout cas pour ce qui concerne le compte des partis politiques, franchement les partis politiques sont à jour, en tout cas leurs pièces sont en règle. Alors si on n'a pas dit ça et on mentionne dans une correspondance que c'est sur instruction du Premier ministre, c'est là où je déplore le fait que la séparation des pouvoirs n'est pas en tout cas respectée dans notre pays. On va terminer avec permettez-moi de dire à Badi que je vais juste lui poser une question. L'équipe Sonko a demandé quelle sorte d'audit? Je n'ai pas les détails. Vous comprenez? Donc il faut souvent comprendre avant de juger. Comprenez? Je viens. Il a l'audit financier. Il a l'audit financier comptable. Il a l'audit de performance. Il a l'audit organisationnel. Mais j'ai dit sur l'audit financier comptable, c'est pas ça qui avait été demandé. C'était plus l'audit organisationnel et l'audit de performance. Comprenez par rapport au secteur. Tu disais que les nouveaux pouvoirs ont le droit de revenir sur les... Non, vous savez, le personnel de la section de comptes, c'est comme d'autres magistrats, c'est des agents assermentés. Vous comprenez? C'est des agents assermentés. Vous comprenez? Et quand ils tirent leurs conclusions, on n'a pas lieu de revenir là-dessus. Vous comprenez? C'est pas comme un non-lieu, quand un juge d'instruction délivre un non-lieu, ça peut, même en fin de l'ordonnance de non-lieu, il est écrit en cas d'élément nouveau, on peut encore rouvrir le dossier. C'est pas le même cas. En 2 secondes, Sissoko. Après ça, selon vous, même si on ne peut pas lire l'avenir, mais avec le déroulement des événements, quelle sera peut-être la nouvelle configuration politique au Mali après tout ça? Oui, en quelques mots. Oui, j'ai comme l'impression que... Donc rien ne sera comme avant? Non, rien ne sera comme avant. Sauf que, franchement, la manière dont on est en train de procéder, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Parce que j'ai comme l'impression qu'on veut peut-être en découdre totalement avec les anciens partis politiques pour peut-être permettre la naissance, en tout cas, de nouvelles formations. Mais je dis que ce n'est pas la manière. Et autant le Sénégal a dit clairement que pas question de dissoudre les partis politiques parce qu'on peut à la limite permettre la création d'autres. Autant une bonne démocratie, une démocratie vivace, en tout cas, a besoin de beaucoup de partis, beaucoup d'organisations pour véritablement l'animer. Autant je crois que je suis opposé à la manière dont on est en train de procéder au Mali pour justement régler le compte des anciens partis ou de la classe politique tout simplement. Monsieur Yattara, la future configuration politique. Bien que le comité avait dit lors du procès de Moussa Traoré que Moussa Traoré n'avait pas besoin de donner des ordres. Il suffit juste de les regarder dans les yeux pour savoir ce qu'il veut. J'ai dit aujourd'hui au Mali, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit. En réalité, on fait seulement avec les intentions des autorités. Vous comprenez? Mais les institutions judiciaires marchent. Non, écoutez,
après la violation de la Constitution par la dissolution de la charte des partis politiques, et avant ça, bien d'autres. Et regardez, cette décision aussi du Premier ministre de pouvoir réauditer encore des comptes qui ont été déjà certifiés. J'ai dit, on ne peut pas travailler avec des intentions. Travailler avec le droit. Selon vous, c'est pas une réalité au Mali? Non, vous savez, je regrette fortement le décès de Daniel Tissougué, l'ancien procureur général de la Cour d'appel, oui. Avec qui d'ailleurs, tout heureux pour moi, avec qui d'ailleurs j'ai fait le contrôle général de l'État, l'actuel contrôle général de l'État, où on a fait peut-être 2 ou 3 missions ensemble. Voilà un homme foncièrement attaché au texte. Et c'est pour cela que le ministre de la Justice a créé, l'actuel ministre de la Justice a créé le prix Daniel Amion Tissougué pour l'intégrité. Vous comprenez? Il faut qu'on sache que aujourd'hui, on ne peut pas seulement... Il faut rester derrière les textes. Non, on ne peut pas construire, on ne peut pas gérer seulement le pays avec des intentions. Transformer les intentions en droit, en loi. Pour terminer, rien ne sera comme avant selon vous? Non, forcément rien ne sera comme avant. Forcément rien. Il y aura une nouvelle reconfiguration politique. Bon, aux anciens de pouvoir s'adapter. D'accord. Attendons voir. Touré, on va sortir. Bon, c'est cette question, moi je dirais, c'est l'audit, si on revoit un peu, c'est une mesure préventive, réparatrice, qui va donner l'opportunité de voir ce qui s'est passé et tirer les leçons et faire comprendre aux futurs leaders politiques avec la charte en cours que le temps, tout le monde rendra compte. Selon vous, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que ça permet de réparer. Il y a très ceux qui disent que nous sommes dans l'illégalité. C'est leur point de vue. Comme je dis, c'est le point de vue parce qu'on ne peut pas avoir la même lecture. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de... D'accord, sur ce volet. Moi, je m'adresse à la population malienne, qu'ils suivent de près cet audit. J'espère que les conclusions de l'audit, pas les pièces comptables, que les conclusions de l'audit, si possible, voire même certaines pièces seront rendues publiques pour que nous puissions voir ceux à qui on a confié la gestion du pays, comment ils géraient leur propre structure politique. Ça, c'est important. Moi, en tant que citoyen, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer, la réalité. Pas accuser qui est qui. Les Maliens doivent comprendre. Vous savez, quand on a eu des mauvaises pratiques pendant 30-40 ans, les gens ne sont même pas au courant de comment les choses se gèrent dans l'État. Et donc ce procès, entre guillemets, ce n'est pas un procès, cet audit va nous permettre de jeter un éclairage nouveau. Comme il l'a dit, j'encourage l'État à faire cette même démarche dans plein d'autres secteurs pour lever toutes les poussières qu'on a cachées sur le tapis. Sans cela, il n'y a pas de refondation. On va s'amadouiller, on va revenir dans les mêmes. En tout cas, les chantiers sont nombreux. Voilà, les chantiers sont Merci beaucoup. Donc, nous allons entamer le deuxième thème de notre émission. Monsieur Yattara, le président de la transition, il a procédé à la pose de la première pierre de la raffinerie d'or. Monsieur Yattara, l'or va-t-il enfin briller pour tous les Maliens? Et c'est maintenant? Bon, d'abord, le lancement des travaux de construction de la nouvelle raffinerie ou de l'ancienne raffinerie, je ne sais pas trop. L'ancienne encore? Je viens. D'accord. Parce que le président Djangounda Traoré avait lancé effectivement le 1er mars 2013 pour une durée de 9 mois et encore dans la zone aéroportière, le site actuel de la nouvelle raffinerie, les travaux de la construction d'une raffinerie d'une capacité de 20 tonnes par mois et par une société suisse et par aussi des consultants maliens. Vous comprenez? Et quand on prend cette nouvelle raffinerie aussi, pratiquement c'est le même site, et en raison peut-être mais cette fois-ci pour 200 tonnes d'or annuel. Vous comprenez? Non, pour 200 tonnes d'or annuel. Et sur le même site aussi. Je me demande, est-ce qu'en réalité, parce qu'en 2016 déjà, le président de la Chambre des mines, l'ancien président de la Chambre des mines, Pona, avait attiré l'attention des autorités pour dire que lors d'une visite en Afrique du Sud, pour dire qu'effectivement, est-ce que le travaux lancés par Djangounda, est-ce qu'il ne serait pas bloqué? Pona avait déjà attiré, parce qu'il a eu des informations en Afrique du Sud. Vous savez, nous sommes un pays concurrent par rapport aux mines, et précisément par rapport à l'or. Comprenez? Donc, Pona avait déjà attiré l'attention des autorités à l'époque pour dire que si on ne fait pas beaucoup attention, les travaux de construction lancés par Djangounda risquent de ne pas aboutir.
Effectivement, je crois que nous sommes dans ça. Et moi, je pense que cette nouvelle main, bon, il a attiré l'attention. C'était à l'occasion d'une de ses visites en Afrique du Sud, lors d'une journée minière organisée en Afrique du Sud. Et je pense bien que c'est un projet qui a été actualisé pour l'adapter au contexte, mais cette fois-ci avec des partenaires russes. Comprenez? Donc, je crois que nous sommes dans ça. C'est une bonne chose que de pouvoir transformer effectivement nos minéraux ici, même pas l'or seulement, et d'autres minéraux. C'est très important. Vous savez, l'or au Mali, c'est les recettes d'or, les recettes fiscales d'or, c'est un peu 25% du budget d'État. Et c'est aussi 75% des exportations, mais aussi, et c'est très important, c'est la première source de devises du Mali. Autrefois, c'était le coton, mais cette fois-ci, l'or blanc, maintenant, c'est l'or qui est aussi aujourd'hui la première source de devises du Mali. Comprenez? Donc, c'est un secteur vraiment stratégique et qui contribue beaucoup au fonctionnement de l'économie aujourd'hui. Vous savez, nous avons un budget pratiquement de recettes fiscales. Et quand un seul secteur prend en charge 25% de ce budget, ça veut dire que c'est un secteur vraiment qui doit être pris au sérieux et sur lequel on doit faire beaucoup de transparence et pour que vraiment au bénéfice même de l'économie. Parce qu'il y a des années aussi, les Maliens aussi accusaient beaucoup les autorités pour dire que vraiment nous bradons notre or, voilà. Mais moi je pense qu'avec cette raffinerie aussi, ça répond un peu à la demande de la population. Non, forcément, même pas la demande de la population, c'est logique, hein. Vous comprenez, c'est logique, parce que non seulement la production de l'or aujourd'hui, à l'époque, nous c'était le nouveau code minier où on est à 35% aujourd'hui. Pratiquement, on n'avait rien à gagner. Mais heureusement, le nouveau code minier est venu où on a aujourd'hui 35% à gagner. Merci. Et je crois qu'il faut vraiment revoir ce secteur-là et pour pouvoir vraiment soutenir l'économie et réaliser les projets que les Maliens voudront. Docteur Touré, donc l'or va-t-il enfin briller pour nous tous? Pour nous tous, en plus des fonds qui seront récupérés les fonds qui seront récupérés par l'audit, l'or aussi va servir notre route. Voilà, mais il tient beaucoup à ce je tiens parce que nous avons la biennale en fin d'année. Biennale 2025 Tombouctou. Il a raison, hein. Non, il n'y a pas de voilà. Ma région est la première région économique du Mali, Caille. L'état de la route de Caille. Chacun va tirer la pour la biennale, on a des importations. Transite par la région de Caille. Donc je continue pour dire que la raffinerie à Bamako, c'est vraiment un acte de souveraineté économique. Parce que ça a été demandé au moment où il y avait l'usine de lithium. Il faut de la valeur ajoutée. Plus nous transformons nos ressources, plus nous gagnons en termes de recettes. Et puis en termes de création d'emplois, c'est une grande opportunité vu la problématique de l'employabilité des jeunes à Bamako. Ça va créer de l'emploi. Et aussi, ça va donner aussi des recettes, comme il a souligné. Maintenant, par rapport aux polémiques, moi je pense que l'un n'est plus aux spéculations et aux polémiques. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est de retenir les échecs de l'autre usine. Qu'est-ce qui a fait que l'autre n'a pas marché? Je pense que l'État devrait tirer les leçons pour que cette fois-ci, ça puisse marcher. Parce qu'il ne faudrait pas dire que l'État, c'est une continuité. Et aussi les polémiques concernant le prix, le montant, le délai, pour moi, l'essentiel, qu'on nous donne une usine de raffinerie qui transforme notre or, c'est le plus important. Et qu'après, l'audit ou bien le contrôle peuvent s'effectuer. Et aussi, dans des questions stratégiques aussi, on ne peut pas tout dire. Parce que concernant les clauses avec les partenaires... Mais selon vous, il y aura une différence avec les autres régimes. Oui. Parce que quand on posait la première pierre aussi avec Djonkouta, c'était les mêmes slogans, la souveraineté. En réalité, c'est ce que j'avais dit lors du PAG, du programme d'action gouvernementale. La différence avec les autres régimes, si la transition arrive à concrétiser les promesses, les Maliens diront que la transition a réalisé. Mais il y a toujours le si. Oui, le si, parce que comme la première pierre a été posée, il faut le temps de construire, il faut le temps d'inaugurer, il faut le temps de donner la matière première. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce qu'on a, la confiance est là, on le maintient au moins, et nous souhaitons vivement que l'usine ne soit pas comme ça, ce qui t'a déjà fait dans le passé. Monsieur Aïdara, très rapidement sur ce volet. Non, pas rapidement. C'est un sujet important et il faut qu'on donne la perspective. D'abord, comme il l'a dit, l'or, c'est notre première source de devises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vend notre or, on obtient des devises extérieures pour acheter d'autres choses. Quand on dit on, ce n'est pas l'État, c'est le système même. Et l'or,
À certaines années, ça va jusqu'à 25%, c'est-à-dire un quart du budget national de l'État. Ouais. C'est pour dire que c'est un élément important dans la structuration financière de notre État. Il se trouve que depuis quelques années, la production d'or est en train de baisser. On est passé de 112 tonnes à l'année, chiffre officiel, pas officieux, 112 tonnes à l'année en 2022. Oui. Et en 2024, on a fait à peu près 51 tonnes. Et les projections de 2024, autour de 52, entre 54 tonnes. Donc, il y a eu une forte diminution. La diminution est due à la nouvelle politique minière, parce que l'État a fait un nouveau code minier. L'État aurait pu dire qu'il laisse les acteurs existants à travailler avec les anciennes conditions jusqu'à ce que leur permis minier ou leur autorisation, leur accord arrive à la fin et ensuite s'ils doivent continuer, ils basculent sur le nouveau. Donc pour essayer de gagner du temps, le gouvernement a essayé d'aller négocier pour que ces conditions puissent s'appliquer le plus rapidement possible. Et donc l'or est un outil important. Maintenant, vous savez, dans nos pays, on a l'habitude de dire Djankouna avait fait tel projet, etc. En réalité, réunir des partenaires, parler d'un bailleur de fonds, donner des promesses, aller poser des premières pierres, vous voyez, ça peut ne même pas aboutir. Parce qu'au moment où on fait ces actions de première pierre, le projet n'est même pas sécurisé, validé. Parce que les hommes politiques ont tendance à aller poser des premières pierres, même pas les hommes politiques. Quand on est au pouvoir, on veut poser des premières pierres pour essayer de calmer et montrer qu'on fait quelque chose. Des fois, on pose des premières pierres alors que le financement n'est même pas garanti, mais sur la base de promesses. C'est pour ça qu'on entend des projets depuis des années. Un gouvernement laisse, un autre revient, laisse. Je pense que ce projet de raffinerie date de très longtemps. On ne va pas tout commencer aujourd'hui. Par exemple, avant d'entrer ici au studio, on disait... Vous voyez, depuis Kankou Moussa, depuis le Moyen-Âge, le Mali, voilà. Mais en réalité, on va pas tout commencer aujourd'hui. Ce que j'ai à dire. Tout se tourne là pendant des centaines d'années. Ce que j'ai à dire, les partenaires avec lesquels le gouvernement, la transition à l'époque, et même essayait de faire ce projet ne sont pas les bons partenaires parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Il y avait un partenaire suisse qui était relié à un partenaire australien qui eux-mêmes sont des grands extracteurs avec l'Afrique du Sud. Il y a des lobbies, qui ont joué. C'est que depuis les Kankou Moussa, des grands empereurs, l'indépendance jusqu'à maintenant, 60 ans, 70 ans, des centaines d'années, en réalité, pourquoi ce tort-là n'a pas pu avoir le chemin pour les Maliens? En fait, il ne s'agit pas de l'or du Mali. Il s'agit de l'or de partenaires extérieurs auxquels l'État du Mali a donné l'autorisation d'exploiter moyennant de l'argent et prélève des taxes spécifiques à l'or et des taxes spécifiques sur les entreprises. Ce n'est pas l'or du Mali. Ça sera l'or du Mali quand ça sera une société nationale ou une société à plus de 60% détenue par le Mali qui exploite. Ce tort appartient à l'État du Mali. Quand on dit le Mali exporte de l'or dehors, c'est pas le Mali qui exporte. On n'a pas pris le chemin encore. Non, bien sûr que non. Mais là, on s'y rapproche. Pourquoi? Parce que j'aimerais revenir sur un truc important. Le projet de raffinerie a deux enjeux importants. Tous les chiffres d'or qu'on présente au Mali sont des chiffres faux. On ne pourra avoir des vrais chiffres sur l'or que quand on fera deux choses. Mais obligation. Je finis. En fait, si les chiffres sont faux, où était l'État? Je finis. On ne pourra contrôler, ça les experts du domaine entendent, on ne pourra avoir des chiffres à 400% fiables que quand toute exportation brute sera interdite et que la société qui raffine ce tort est nationale. C'est au niveau du raffinage qu'on peut valablement mesurer la quantité qui sort. Et donc tous les chiffres sont faux. Et c'est important qu'on ait une raffinerie, qu'on oblige, qu'on interdit l'exportation d'or brut et que tout le flux d'or qui doit sortir par le pays sort par cette raffinerie et l'État contrôle ce qui est en train de sortir de notre pays. Et l'État a 62% dedans. Grosso modo, c'est la Sonarem qui fait le projet de raffinerie. Donc c'est maintenant qu'on va faire le soulèvement de l'or au Mali. Exactement. Et là, 62% appartient à l'État du Mali. Nous aurions voulu que ça soit 100%, mais on a besoin de partenaires techniques pour le transfert technologique. Nous espérons qu'à l'avenir, ça sera 100% Mali. Vous me montre déjà ces 5 doigts. Donc on va... Non, moi je veux très vite. Parce que j'ai comme l'impression que mon ami Badi, il essaie de peindre en blanc. C'est-à-dire que le projet est tellement rose pour lui qu'il pense peut-être que l'or va briller pour les Maliens. Moi, je ne crois pas trop. D'abord, la légitime question que les gens se posent, c'est que est-ce que cette
énième pierre va être, en tout cas, va se limiter à seulement la pose et qu'il n'y aura pas d'inauguration. Parce qu'on a eu, en tout cas, les autorités actuelles ont eu à poser beaucoup de pierres et malheureusement, il n'y a pas eu d'inauguration. Donc vraiment, c'est la légitime. Mais dans les programmes d'action gouvernementale, beaucoup a été dit quand même, hein, clarifié. Justement, mais jusque-là, c'est de grandes théories, c'est de grands discours. L'or ne peut pas briller pour nous parce qu'il a évoqué quand même un élément très important quand il dit que l'or n'est pas pour le Mali. Effectivement, il faudrait que les gens comprennent cela. Nous avons notre part, certes, c'est l'or, en tout cas dans notre sous-sol, mais est-ce que c'est nous qui exploitons? Et tant qu'on ne maîtrise vraiment pas ce domaine-là, tant qu'on n'a pas la technologie, tant qu'on n'a pas en tout cas des sociétés nationales qui nous permettent justement de faire cette exploitation-là, il serait difficile que l'or brille pour le Mali. Ça peut contribuer évidemment au budget, ça peut faire beaucoup de choses, mais malheureusement, l'or ne brillera pas, en tout cas, de sitôt pour le Mali. Donc maintenant, on va laisser... Permettez-moi de... Il n'y a plus le temps, monsieur. Non, il y a un rajout. Parce qu'il dit que ce n'est pas comme la pose des premières pierres des hommes politiques. Je lui fais savoir que ce ne sont pas les hommes politiques qui ont posé les premières pierres des 3 centrales solaires. Ils ne sont pas... J'ai rectifié. Non, je viens. Ce ne sont pas les hommes politiques. Ce ne sont pas les hommes politiques qui ont posé la première pierre de la construction de l'usine de contrats prépayés. Ce ne sont pas encore les hommes politiques qui ont posé la première pierre du lancement de la route Kati-Bamako. Ils n'ont pas encore exécuté. Je m'arrête là. Et pour lui dire question de transparence, je vous dis, on a besoin de transparence, on a besoin de savoir combien d'années vont durer les travaux, combien de mois vont durer les travaux et quel est le coût. Je vous dis tout simplement, celui qu'on a qualifié de dictateur, Moussa Traoré, pour Kalana, c'était très clair. C'était les Russes aussi qui exploitaient. Moussa Traoré avait dit 2 tiers servaient à rembourser nos dettes d'armes à l'Union soviétique et 1 tiers venait au budget d'État. C'est lui que vous avez qualifié de dictateur. 2 secondes pour sortir. Non, pour sortir. Avec le troisième thème là, vraiment, le temps, on ne peut plus. Voilà. Ce que je dirais simplement, c'est une occasion. Comme ça, une occasion pour créer de l'emploi. J'avais dit les polémiques sur le montant, les échecs. Donc depuis des centaines d'années, tout notre rôle qui est parti comme ça, c'est fini. C'est une opportunité qui est là. On va aussi auditer ça. Nous devons espérer que le projet puisse se réaliser. Et je l'avais dit, l'audit, c'est un message fort des partis politiques et le temps donnera le temps d'auditer tout le monde. Tous ceux qui sont nos affaires seront audités. Ça, il ne faut pas en douter. Merci. Maintenant, pour quitter, j'ai dit, nous avons fait la rectification, la clarification, la justification. Nous sommes avec l'industrialisation. Voilà, donc la première étape, donc la transition. Il y a de belles perspectives. Vraiment. C'est sûr. Merci à tous. Merci M. Adra, merci Dr. Touré, merci Yatara, merci M. Sougo. Donc peut-être la semaine prochaine, on va rentrer dans la visite du président et la transition en Russie. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Regard croisé. On était aujourd'hui à la réalisation Désiré Edako, Bintou Napo au son et Foussine Daou, à la réalisation Draman Kone sous la supervision de la direction. Merci et au revoir.